Bienvenue et salutations à tous les passionnés de Britannia. Une grande affection à tous les abonnés. Avant de se lancer sur les âges sombres, il m'apparaît nécessaire d'introduire cette vidéo supplémentaire comme résumé de la situation de Britannia au cours de la première moitié du 5e siècle. Nous avons accumulé toutes les données nécessaires pour comprendre l'abandon de Britannia du fait de la décadence de l'Empire d'Occident. Voyons plus en détail ce qui s'opère durant cette période et les principaux protagonistes. Cette vidéo est un bonus, elle n'était pas prévue au début de mon entreprise, mais elle semble s'imposer pour une bonne clarification. L'Empire est coupé en deux depuis 395. Ce partage est une des conséquences de la sinistre bataille de Frigidus de 394. Ce partage est le fait de Théodose Ier. Théodose Ier, qu'on qualifie ici de le Jeune pour le différencier de son père, est né en 347. Il est le fils de Théodose l'Ancien, le Comes Britanniarum, qui a opéré en Britannia et que nous avons vu dans la vidéo précédente. Théodose le Jeune devient Théodose Ier en prenant l'impérium de 379 à 395, soit entre les batailles d'Andrinople en 378 et celle de Frigidus en 394. Théodose Ier est le dernier empereur à régner sur un empire unifié. C'est un chrétien confirmé, d'origine hispanique. Il partage ces deux qualités avec Magnus Maximus que nous connaissons. Il prend part aux campagnes de Bretagne avec son père Théodose l'Ancien en 368, puis contre les Alamans en 370 au niveau du Rhin, puis contre les Sarmates en 372-374 au niveau du Danube. Grâce à l'influence de son père, il reçoit le commandement des Balkans et de la Mésie en 372. En 375, l'empereur Valentinien Ier meurt d'une apoplexie lors d'une négociation houleuse avec les Quades contre lesquels il était en campagne en Pannonie. Comme il était accompagné de son jeune enfant âgé de 4 ans et que son fils aîné Gratien était resté à Trèves, et vu l'urgence de la situation, les légions de Pannonie élisent l'enfant empereur. L'enfant prend le titre de Valentinien II et entame la courte dynastie valentinienne. C'est sa mère Justine qui exercera la régence pendant l'enfance de Valentinien II. Gratien, son demi-frère aîné, accepte cette situation. Valentinien Ier était empereur d'Occident et son frère cadet Valens était co-empereur en Orient. Valentinien Ier est né d'une famille illyro-romaine en 321. Il était le fils d'un important général, Comes Africa, de l'armée d'Afrique, sous Constantin Ier, puis sous les frères Constantin II en 337 et Constant Ier en 340. Valentinien rejoint son père dans l'armée vers 338. Ils seront tous les deux mutés en Britannia, le père recevant la charge de Comes Britanniarum en 340 sous l'impérium de Constant Ier. En 364, Valentinien est élu par un vote de compromis comme empereur à la condition qu'il s'adjoigne un co-empereur pour l'Orient. Valentinien Ier est alors âgé de 41 ans. Il choisit son frère Valens, de 8 ans son cadet, mais le seul en qui il porte sa confiance, bien qu'il ne possède ni l'énergie ni le courage de son frère et n'a aucune aptitude militaire. Le premier est chrétien, le second est arien. Les deux frères n'avaient en commun que leur tempérament, prompt à la colère, qui pouvait les amener aux pires brutalités. Valentinien prend ainsi la direction de la préfecture des Gaules et celle de l'Illyrie Italie-Afrique. Valens prend la direction de la préfecture d'Orient. En 367,
rétabli d'une grave maladie, il prend soin de nommer son fils Gratien co-empereur en Occident. En 375, Valentinien meurt dans une crise de colère devant les quads avec lesquels il était en négociation. L'exécution de Théodose l'Ancien à Carthage par Valens en 376 met provisoirement Théodose le Jeune en disgrâce de 376 à 378. Valens est anxieux du prestige de Théodose l'Ancien et nourrit une certaine paranoïa depuis la mort de son frère et protecteur Valentinien Ier. La mort de Valens à Andrinople en 378 oblige Gratien, son neveu et empereur d'Occident depuis Trêves, à proclamer Théodose empereur en 379. Il rétablit ainsi l'honneur de cette illustre famille de soldats. Théodose reçoit donc l'Orient, la Macédoine et la Dacie. Théodose n'aura alors de cesse que de maintenir l'unité de l'Empire. En 383, Gratien est assassiné par ordre de Magnus Maximus. L'empereur légitime, le jeune Valentinien II, son beau-frère, âgé alors de 13 ans, lui succède, toujours sous la régence de sa mère Justine. À la mort à 22 ans par pendaison suspecte de Valentinien II en 392 et son remplacement par Eugène, poussé au titre par le parti romain sénatorial majoritaire anti-barbare et voulant restaurer le culte des anciens dieux, Théodose se voit contraint d'engager son armée d'Orient dans une lutte finale. Cette lutte aura lieu près de Trieste, en bord de la rivière Frigidus. Par une aide divine matérialisée par un fort vent favorable venu de l'arrière qui font voler les flèches de ses adversaires, Théodose et son général Stilicon le Vandale sortent victorieux. Cette bataille décime les troupes du prétoire des Gaules, hormis les Britonnes qui n'étaient pas enthousiastes à faire le voyage. Cet anéantissement militaire est une véritable aubaine pour les peuples germains qui dès lors vont déferler dans l'Empire d'Occident. Sur le plan généalogique, Théodose Ier épouse en 376 en premières noces Aelia Flavia Flacilla, chrétienne convaincue, qui lui donne ses deux garçons, Arcadius en 377 et Honorius en 384. Aelia décède en couche en 385. Théodose Ier, veuf, épouse en 387 et en deuxième noces Aelia Galla, fille de Valentinien Ier et sœur de Valentinien II. Aelia Galla lui donnera une fille nommée Galla Placidia, laquelle sera la femme de Atolphe le Wisigothe, le fils d'Alaric Ier, et par la suite, veuve, Galla Placidia épousera Constance III, usurpateur d'Occident. En 419, Galla Placidia donnera à Constance III à Ravenne un seul fils, Valentinien III, qui, par sa généalogie valentinienne de par sa grand-mère, sera désigné empereur en 423 dès l'âge de 4 ans. Avec la mort suspecte de Valentinien II en 392 et son succès contre Jean en 394, Théodose Ier réunifie l'Empire. Pas pour longtemps, puisqu'il décède le 17 janvier 395. L'Empire est alors divisé de manière testamentaire en deux pour ses deux fils. Arcadius, l'aîné, âgé de 18 ans, siège en Orient. Il mourra précocement en 408 et sera remplacé par Théodose II. Honorius, le cadet, âgé de 9 ans, siège en Occident, à Rome, avec Stilicon, général vandale, comme régent. Stilicon est le neveu par alliance de Théodose Ier après son mariage avec la nièce Séréna.
Stylicon essayera d'intervenir dans les affaires orientales. Mais en Occident, les finances deviennent déplorables. À partir de 402, Stylicon arrête de payer les légions et n'a plus les moyens de recruter de mercenaires. Cette situation sème le trouble et la colère parmi les légions continentales occidentales, y compris les Britonnes. En 406, il laisse les Vandales traverser la Gaule. En 408, une coalition anti-barbare se ligue contre lui à Rome. On lui reproche entre autres de ne pas avoir empêché les Vandales d'avoir saccagé la Gaule. Stylicon possède bien cette infortune d'être d'origine vandale. Il est exécuté le 22 août 408 avec son fils Eucher sur ordre d'Honorius et il est remplacé par Olympius. L'armée est épurée des éléments germaniques chers à Stylicon. Par la suite, Honorius doit faire face à plusieurs usurpateurs comme Constantin III qu'il arrive à défaire en 411 à Arles grâce à son nouveau général Constantius, Maxime acclamé empereur en Hispanie en 409 par son père Gérontius, ancien général de Constantin III. Maxime sera défait en 421 et exposé au cirque l'année suivante où il sera exécuté. Et enfin, Honorius doit faire face à son propre général Constantius qui, après avoir chassé de Gaulle et tué Atolphe, le fils d'Alaric Ier à la tête des Visigoths, et après avoir épousé sa veuve Galla Placidia, qui est aussi la demi-sœur d'Honorius, se fait proclamer Auguste en 421 à la suite de Maxime, sous le nom de Constance III. Ce sera Théodose II qui se chargera de le défaire en septembre 421. Honorius meurt en 423, remplacé par Valentinien III en 425, après le court interrègne de l'usurpateur Jean. Voyons voir ce qui se passe du côté des barbares. Du fond des steppes de l'Est, les Huns déferlent sur la Syrie et l'Asie mineure anatolienne en 395. Poussés par les Huns, les Goths en Mésie entament un processus migratoire. Une première campagne a eu lieu en 368 et une deuxième campagne plus glorieuse se produit en 378. La branche ostrogothique se dirige ensuite vers l'Illyrie où ils s'implanteront en 454. Ils seront plus ou moins fédérés aux Basileus qui, avec Zénon, les choisira plus tard pour gouverner l'Italie. Charge à eux de se débarrasser de Odoacre qui a renversé le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, en 476. Voir la vidéo sur la petite histoire des Scandinaves en Italie sur ce sujet. La branche visigothique se dirige vers Constantinople. Avec l'aide des Goths locaux mécontents de leur installation en Thrace par Valens, les Wisigoths sont victorieux à Andrinople en 378. Par la suite, ils sont dans un premier temps contenus par Théodose Ier avec un traité de fédéré en 382. Mais ils sont déçus par son ingratitude après la bataille de Frigidus en 394, dans laquelle ils participèrent à la victoire. Ils attendent la mort de Théodose en 395 pour se révolter. Ils ravagent l'Italie, saccagent Rome en 410 sous la conduite d'Alaric Ier, traversent les Alpes, pillent la Narbonnaise, font un passage en Ibérie et finissent par s'installer en Aquitaine où ils reçoivent le statut de fédérés en 415 avec Toulouse pour capitale. Pendant cette épopée visigothique, Honorius semble dépassé par les événements. Il reste cantonné à Ravenne, ne voulant pas voir ce qui se passe, il organise fête sur fête et tant de plaisir. Les Vandales.
Les Vandales ouvrent une large brèche dans le Limes germanique. Ils profitent d'un Rhin gelé en 406 pour débouler en Gaule. Stilicon considère ne pas avoir les forces pour les repousser. Les Vandales s'en donnent alors à cœur joie. Ils traversent la Gaule et l'Ibérie en 410, vandalisant tout ce qu'ils peuvent sur leur passage. Ils débarquent au Maroc en 427, longent la côte maghrébine, prennent possession de Carthage en 432 et de là lancent des raids vers la Sicile, la Sardaigne et Rome avec Genséric. Ils prennent possession de la Sardaigne et de la Sicile en 455. Ils y seront repoussés par le général byzantin Bélisaire juste avant la guerre italienne des Goths. Voir la vidéo sur la petite histoire des Scandinaves en Italie sur ce fait. Les Suèves profitent de la poussée vandale pour leur emboîter le pas et s'installent en Ibérie en 410. Honorius leur donne le statut de fédérés en 412. Les Burgondes de Gondicaire entrent à leur tour en Gaule en 407. Ils s'y installent et créent la Burgondie en 413. Les Alains suivent les Burgondes en 407 et s'installent dans l'Orléanais. Les Francs pénètrent en Gaule en 413, puis ils mènent un raid plus conséquent de 423 à 426. Ils se jettent sur Trèves et s'emparent de Cologne et de Mayence. En 428, le généralissime d'Occident Aetius est contraint de leur céder les deux villes. Les Angles, les Saxons et les Jutes traversent la mer du Nord et s'installent en Britannia entre 425 et 450. Par des manœuvres diplomatiques habiles, Hengist, le roi des Jutes, s'installe dans le Kent aux dépens de Vortigern. Les Huns d'Attila poussent jusqu'en Gaule et ne seront arrêtés qu'au champ catalonique en 451 par Aetius et ses alliés. Aetius mérite qu'on se penche sur lui. Il est le dernier grand Romain de l'Empire d'Occident. Né en 395 en Bulgarie d'une riche et noble romaine et d'un père scythe, il devient sénateur et généralissime de l'Empire d'Occident sous le règne de Valentinien III. Valentinien III règne de 425 à 455. Aetius est élevé à la cour impériale d'Honorius à Milan puis à Ravenne pendant la régence du général vandale Stilicon. Entre 405 et 408, il est envoyé comme otage à la cour d'Alaric, roi des Wisigoths, qui sont alors encore stationnés en Mésie. Après la révolte des Wisigoths de 408, Aetius est envoyé comme otage chez Ruga, le chef des Huns, où il se lie d'amitié avec le jeune Attila, le neveu de Ruga. Il reste chez les Huns jusqu'en 412. Plus tard, il jouira de cette amitié pour s'appuyer sur des mercenaires Huns. Trop jeune pour pâtir de la situation politique à Rome, il échappe aux représailles du parti anti-barbare qui exécute Stilicon en 408. À la mort d'Honorius en 423, Aetius, âgé de 28 ans, occupe la fonction de gouverneur du palais. Il est envoyé par l'usurpateur Jean, mis en place par le parti anti-barbare et païen, auprès d'Attila pour recruter des mercenaires, afin de pouvoir affronter son rival, le légitime Valentinien III. Aetius revient avec 60 000 mercenaires, mais il est défait par les troupes de Théodose II. Les Huns sont licenciés et Aetius est épargné. Après tout, il n'a fait que son devoir de loyauté envers la gouvernance romaine. Valentinien III, n'ayant que 4 ans en 423, est trop jeune pour régner et c'est sa mère, Galla Placidia, qui est chargée de la régence.
Galla Placidia est la petite-fille de Théodose Ier et, par sa grand-mère, elle est petite-nièce de Valentinien Ier. Galla Placidia nomme Aëtius préfet du prétoire des Gaules en 426. En 428-429, Aëtius accède au grade de Magister Militum, général en chef des Gaules, aux côtés de Flavius Félix. En 429, Aëtius est en conflit avec le général Boniface qui complote avec les Vandales en Afrique pour avoir une autonomie contre Rome. Boniface est défait en 432 près de Rimini, mais au lieu de récompenser Aëtius, Galla Placidia place son gendre, le comte Sébastien, comme général de l'Empire. Vexé, Aëtius, aidé par le nouveau roi des Huns Attila, entre en Italie. Les Wisigoths de Théodoric restent sourds aux appels à l'aide de Galla Placidia. Sébastien est ainsi défait et Aëtius devient enfin généralissime de l'Empire d'Occident. Aëtius épouse dans la foulée Pélagie, la seconde femme de Boniface. En 429, Aëtius ne peut répondre aux Britons qui lui demandent de l'aide. En 432, Aëtius devient pour la première fois consul. À partir de 433, il concentre son activité sur la Gaule. En 436, les Burgondes de Gondicaire s'attaquent à Aëtius qui, grâce à l'appui des Huns, le repousse. Diplomate, Aëtius accorde aux Burgondes un nouveau traité de fédérés après celui de 413 et les installe entre les Alpes et le Jura. En 439, Aëtius négocie la paix avec les Wisigoths de Théodoric. Pour sceller ce traité, Aëtius épouse en troisième noces une fille de Théodoric. Il charge Goar, le roi des Alains d'Orléans, de surveiller les Armoricains. Malgré une sévère répression, l'Armorique reste indépendante. Le renfort briton n'est certainement pas étranger à cette indépendance. Occupé sur plusieurs fronts, Aëtius ne peut empêcher des Saxons de s'installer dans la région de Boulogne et en Basse-Normandie. En 446, un second appel des Britons reste lettre morte selon Gilda. En 448, Aëtius est en Touraine pour réprimer la révolte des Bagaudes menée par le franc Clodion, qui met à sac Arras et la région des Atrébates de Gaule, l'actuel Artois. La contre-attaque d'Aëtius débouche sur un statu quo et il confère à Clodion le statut de fédéré. Il lui donne la ville de Tournai et le charge de défendre l'Empire contre les Germains d'Outre-Rhin. Cette région sera à l'origine du futur royaume franc de Clovis. En 449, après une sombre histoire de séquestration d'Honoria par son frère Valentinien III pour l'empêcher d'avoir un héritier, la sœur envoie sa bague à Attila qui s'empresse d'accepter la demande en mariage. Attila demande alors en dot à Valentinien la Gaule, ce qui lui est refusé autant que cette stupide promesse de mariage. Attila entre alors en Gaule en 450 et y sème le chaos. Partout où il passe, l'herbe trépasse. Aëtius cherche alors de nouvelles alliances auprès du Wisigoth Théodoric, auprès de Mérové le Franc, auprès des Francs Ripuaires, des Burgondes, des Alains et des Sarmates. Une première bataille a lieu en 450 qui repousse les Huns. Dans cette première bataille, les Alains sont mis en première ligne car on les soupçonne de collusion avec les Huns. La deuxième bataille est plus décisive et a lieu en 451 au champ catalonique. Cette fois, les Alains sont avec Attila. Théodoric Ier, le Wisigoth, est héroïquement tué dans la bataille. Les Huns
sont repoussés une deuxième fois et retournent en Pannonie. Aetius ne poursuit pas Attila, sans doute à cause de sa vieille amitié avec lui. Triomphant, et avec l'énorme butin des Huns, Aetius fait des jaloux en Italie. Les complotistes comme Julien Pain l'accusent d'être un traître à cause de son sang barbare et de son amitié avec Attila. Aetius meurt poignardé de la main de Valentinien III le 21 septembre 454. On dira que ce jour-là, Valentinien s'est coupé la main droite avec la gauche. Pour l'histoire, Aetius sera vengé 6 mois plus tard par 2 membres de sa garde personnelle qui assassinent l'empereur Valentinien. À partir de là, les empereurs successifs seront incapables d'avoir une autorité sur l'Occident et seront qualifiés de fantoches et sous l'emprise de leurs généralissimes, tous d'origine barbare. Le personnage d'Aetius est développé dans la vidéo Petite histoire des Francs-Saliens, partie 2. En Britannia, les légions sont livrées à elles-mêmes à partir de la défaite de Magnus Maximus. Magnus Maximus, comes Britanniarum, se révolte en 383, passe en Gaule, rallie les légions de Rhétie, défait Gratien, le fait assassiner pendant sa fuite vers Lugdunum et installe sa capitale à Trèves. Puis, en 387, il envahit l'Italie, forçant Valentinien II et sa cour à se réfugier en Thessalonique. Théodose Ier réagit. Il promet son aide à Valentinien II, qui dut en retour lui donner la main de sa sœur Aelia Galla. Théodose Ier associe au trône son fils aîné Arcadius, à qui il donne la charge de la préfecture du prétoire d'Orient et d'Illyrie. En 388, il défait Magnus Maximus le long de la Save en Serbie, puis l'exécute. En 410, c'est au tour de Constantin III, comes Britanniarum, de débarquer en Gaule pour ravir le pouvoir d'Honorius à Rome. Constantin III est accompagné de son fils Constant. Là encore, les légions de Rhétie se rallient à lui. Édobitch le Franc se rallie également à lui et compte sur les Alamans pour le seconder. Le comes Britanniarum est défait en 411. Constantin III, son fils Constant et Édobitch sont exécutés. Honorius invite alors les villes britonnes à se défendre par elles-mêmes. Cette énième guerre entre légions romaines finit par décimer le corps militaire romain d'Occident. Ceci fait bien évidemment l'affaire des barbares, qui ne voient plus de résistance romaine à leur incursion en Gaule. Les troupes d'Orient n'interviennent plus, car ce n'est plus de leur autorité, étant donné qu'à présent elles sont affectées pour l'Orient. En 429, pressés par les Pictes, les Scots et les Germains, les Britons lancent un appel à Aetius qui ne peut répondre. C'est Saint Germain d'Auxerre qui débarque pour lutter contre le pélagianisme. En 446, d'après Gilda, un second appel reste également lettre morte. Vortigern, appuyé par le Conseil de Londres, se déclare roi des Britons. Il s'appuiera sur le Jute Hengist qui finira par le détrôner et devenir le premier roi germain de l'île en fondant le royaume du Kent. Dans les années 60, c'est Ambrosius Aurelianus qui tentera vainement de lutter à la fois contre les Pictes, les Scots et les Germains. Mais il abandonnera l'île et emmènera une partie des Britons en Armorique pour fonder la Petite-Bretagne. C'est la fin de Britannia. Quelques sites archéologiques romains restent remarquables de nos jours et témoignent encore de sa splendeur. Le mur d'Adrien, avec à Chestelholm le fort de Vindolanda, où l'on a découvert d'exceptionnels restes de la correspondance de soldats qui y stationnaient.
le théâtre de Verulamium dans la banlieue de Saint-Alban, les thermes romains de Bath, ville thermale, l'amphithéâtre de Caerleon à l'embouchure nord de la Séverne, le fort de Deva Victrix à Chester.